La première question, c'est où est-ce que j'investis? Alors la plupart des gens, ils vont vous dire, t'emmerdes pas, investis dans la ville dans laquelle tu habites. Ça, c'est une très bonne stratégie, certes pour commencer, mais parfois, c'est pas possible. Donc moi, ce que j'ai fait, déjà, la première règle que je vous donne, c'est que moi, j'investis à Grenoble, à Nîmes et à Alès. J'habite sur Paris. Donc c'est pas à côté, il faut à peu près 3h, 3h30 de train. Mais je n'ai pas investi là par hasard. Grenoble, même si j'habite plus dans cette ville, j'ai vécu à peu près 10 ans là-bas. Donc je connais la ville, je connais les quartiers. Je sais, dans tel quartier, il ne faut pas investir. Donc ça, le premier point, la première étape quand vous voulez investir dans une ville que vous ne connaissez pas, dans laquelle vous n'habitez pas, c'est choisissez une ville que vous connaissez. Par connaître, pas besoin de connaître toute la ville. Si vous y avez habité quelques années, vous avez fait vos études, vous avez une situation professionnelle, une expérience professionnelle dans cette ville, intéressez-vous à la ville. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez connaître des quartiers, vous allez savoir qu'à tel endroit, je me rappelle, il y avait tel resto qui était super intéressant, tel endroit, c'est un pôle économique important, tel endroit, c'est un quartier horrible, c'est un coupe-gorge, il ne faut pas du tout y aller. Et le deuxième point, c'est que si vous avez habité dans cette ville, vous avez déjà un réseau. Alors là, au début, je me suis dit, j'ai pas de réseau, je connais une ou deux personnes. Un réseau, ça se forme à partir d'une personne. Parce que dans cette ville, je suis persuadé que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a investi dans l'immobilier ou qui travaille dans l'immobilier. Quand j'ai voulu réinvestir sur Grenoble, je me rappelle, je connaissais personne dans mes amis proches dans l'immobilier. J'ai fait une soirée avec une copine à moi et je lui dis, par hasard, 2-3 verres après, j'ai envie de me lancer dans l'investissement immobilier. Elle me dit, est-ce que tu as repris contact avec telle personne? Je dis, bah non, pourquoi? Ça fait super longtemps que je ne vais pas parler. Elle me dit, bah en fait, elle a une agence immobilière et avec son mari, ils sont en train de créer un nouveau projet immobilier. Ils sont investisseurs. J'ai repris contact avec elle et en fait, de fil en aiguille, elle m'a présenté d'autres personnes et maintenant, c'est elle qui gère tous mes biens immobiliers. Alors que de base, cette personne-là, c'était pas une personne très proche, c'était pas une personne que j'appelais toutes les semaines, que je voyais quand je descendais à Grenoble, mais en fait, j'ai reconstruit mon réseau. Alors là, ça peut vous paraître simple, je ne l'ai pas appelé en lui disant « Salut, trouve-moi des biens ». Il faut donner pour recevoir. Un autre point que vous pouvez faire, c'est qu'il y a plein maintenant de réseaux d'investisseurs dans des villes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces réseaux-là, à contacter des personnes qui ont investi dans vos villes. On le reverra par la suite, mais c'est super important en fait de partir de votre réseau. Donc ça, c'est vraiment la première étape quand vous investissez pas dans votre ville, c'est de choisir à minima une ville que vous connaissez un petit peu et d'aller mapper tout votre réseau, les gens que vous connaissez pour savoir s'ils ont des connaissances dans l'immobilier. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, j'ai investi sur Grenoble. Sur Grenoble, on a à peu près en prix au mètre carré, en fonction d'où vous investissez, à 2 000 € à peu près par mois, entre 1 500 et 2 500. Voilà, ça dépend ce que vous faites. Je me suis dit, ok, j'aimerais choisir une ville où le prix au mètre carré est plus faible. Donc là, j'ai commencé à regarder un peu dans le sud. Et les secondes villes que j'ai ciblées, c'est Nîmes et Alès. Nîmes, j'avais mon meilleur ami qui est originaire de Nîmes, donc on a regardé ensemble. Je passe les détails, on a créé une SCI. Mais voilà, on a attaqué une ville dans laquelle on n'avait jamais investi, qu'on ne connaissait pas forcément très très bien. Donc j'ai fait toute mon analyse. Ça, à la limite, vous allez me dire, ouais, mais là, tu connaissais quelqu'un. La troisième étape que j'ai fait, c'est que j'ai investi sur Alès. C'est pas très loin de Nîmes, mais là, pour le coup, je ne connaissais rien du tout. Donc comment j'ai fait pour choisir la ville? En fait, j'ai regardé 4 critères. Le premier point que je regarde, c'est la taille de la ville. Je vous conseille pas d'investir dans une très grande ville. Et à contrario, je ne vous conseille pas d'investir dans une très petite ville de moins de 10 000 habitants. Pardon. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Et c'est mon choix et ma stratégie. J'essaie de cibler en fait des villes qui sont intermédiaires entre 30 et à peu près 150 000 habitants. Parce que je sais qu'en fait, la taille de la ville va influer sur le risque. Le deuxième point que je regarde, c'est la dynamique de la ville. Ça, c'est super important. Est-ce que c'est une ville qui a de la croissance? Est-ce que c'est une ville dans laquelle les gens ils ont envie de rester? Et souvent, le premier réflexe, c'est que les gens ils disent « J'ai fait une visite dans cette ville, c'est une petite ville, c'est un petit village. » C'est pas grave en fait. Si dans ce village, les gens qui vivent, ils sont super heureux de vivre dans ce village, la croissance de la population, elle continue de monter et la démographie, elle est bonne,
eh ben, c'est un bon critère pour investir. Le troisième point, et ça c'est un critère majeur, c'est l'offre de la concurrence. Et là, il faut regarder en termes de prix, de quantité et de qualité. Quand j'ai regardé la ville, j'ai des colocations sur Alès et je me suis dit, ok, je vais regarder à combien je peux louer une chambre. Là, j'ai tapé colocation sur le Bon Coin. Les 3 premières annonces que j'ai vues, je crois que j'ai pris peur. C'était des lits, une place, dans des chambres miteuses, à 350 €. Je me suis dit, si lui, il loue ça à 350 €, je peux faire largement mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les critères. Et là, je suis tombé sur des chambres à 550 € à peu près, sauf que là, c'est dans des super maisons avec jardin et piscine. Moi, j'ai un appartement, je me suis dit, ok, je sais que tu vas faire du beau, on va parler de l'effet waouh derrière, donc je vais être largement au-dessus de ces 350 €. Par contre, je n'ai pas les moyens de mettre une piscine, je n'ai pas les moyens de mettre un jardin, donc je ne vais pas pouvoir louer à 550. Donc j'ai dimensionné mon prix par rapport à ce que je voyais et aux différentes offres. Et ça, c'est super important parce que là, vous voyez une chambre à 550, vous savez pertinemment que même si vous faites quelque chose de très très beau, vous n'allez pas pouvoir louer votre chambre 700 €. Même si vous me dites, non mais moi elle est incroyable ma chambre, j'ai mis un flipper, j'ai mis tout ce que vous voulez, en fait vous allez passer dans la catégorie au-dessus où les gens pour ce prix-là, ils vont avoir un T3 tout seul. Donc vous n'allez jamais pouvoir, en fait il y a un barème que vous n'allez pas pouvoir franchir. Donc c'est super important de dimensionner votre offre. Et c'est important aussi de regarder le nombre d'annonces. Souvent les gens ils disent, je ne peux pas me lancer sur ce secteur parce qu'il y a de la concurrence. Le meilleur point, c'est quand on parle avec des gens, ils disent « je ne vais pas faire de la location courte durée parce qu'il y a des hôtels ». Non, non. Ne vous inquiétez pas que si les hôtels s'installent ici, c'est qu'il y a un marché. Donc s'il y a un hôtel, l'hôtel justifie qu'il y a un marché. Il a déjà fait son analyse. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien sûr, vous allez rentrer sur des secteurs où vous allez être un précurseur. Donc vous allez dire « ok, je tente la colocation par exemple sur cette ville, il n'y a pas beaucoup d'annonces et je vais peut-être être le premier à faire de la colocation haut de gamme ». Mais déjà, si vous voyez qu'il y a des annonces, c'est qu'il y a un marché. Et le mieux, c'est quand il y a des annonces et que les annonces sont moyennes parce que vous savez que si vous faites de la qualité, vous allez louer plus cher et vous allez bien vous positionner. Et le quatrième point, c'est la proximité des réseaux. Est-ce que votre ville est bien desservie en termes de transport? Est-ce qu'il y a une gare? Est-ce qu'il y a des axes routiers? Est-ce que c'est facile à accéder? Et si vous voulez faire de la colocation, est-ce qu'il y a des universités, des facs, des CHU, des pôles économiques où vous savez qu'il y a des gens qui vont venir soit sur du long terme, soit sur du moyen terme. Mais par exemple, il faut savoir que sur Grenoble, il y a un énorme pôle scientifique. Il y a Schneider, il y a un pôle scientifique derrière. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la colocation. Donc, c'était un bon endroit aussi pour investir. Donc, le quatrième point, il est vraiment important. Parce que si vous êtes dans une ville complètement paumée, ça va être beaucoup plus dur de s'y rendre, déjà vous, et après d'attirer d'autres locataires. Alors là, je vous ai dit, il faut bien choisir sa ville. En fait, ça ne suffit pas. Déjà, ça ne suffit pas quand vous investissez dans votre ville, mais comme vous investissez à distance, il faut que vous soyez un expert de votre marché. Je ne vous dis pas de connaître 40 villes, je veux que vous soyez vraiment un expert d'une ou deux villes maximum. Et quand je dis un expert, c'est super important parce que c'est ça qui fera la différence et c'est ça qui fera que vous serez rentable en investissant à distance. Comment tu deviens un expert dans ton marché? Je vais vous donner les critères que j'utilise, mais le but, c'est vraiment de trouver des biens avant les autres. En fait, lorsque vous, par exemple, vous habitez sur Paris, vous souhaitez investir sur Paris, entre midi et deux, vous regardez une annonce, vous voyez que l'annonce est disponible, vous allez dire « ok, je prends ma petite pause, je prends une demi-heure, je traverse la rue, je vais faire la visite ». Quand moi je regarde sur Paris les annonces, même si je trouve une annonce de ouf, je ne peux pas dire à mon employeur ou même à mes amis, dans 3 heures, j'arrive. Parce que je vais prendre le train, etc. Je suis obligé de m'organiser. Donc derrière, on ne peut pas visiter pour visiter quand on investit à distance. On est obligé en fait de prédéterminer des annonces qui sont déjà des bonnes affaires sur le papier. Et ça, comment je fais pour trouver des bonnes affaires? La première chose, super importante, c'est votre routine quotidienne. Prenez, s'il vous plaît, 10-15 minutes par jour. Moi, je le fais le matin, je suis matinal. Si vous n'êtes pas matinal, faites-le le soir. Pour regarder les annonces. Là, vous enregistrez vos critères de recherche. Vous allez sur le Bon Coin, ça va vous sortir vos annonces et vous regardez ce qui est sorti depuis la veille. Et là, vous faites votre petite popote, vous allez analyser les annonces.
Utilisez votre réseau. Comme ça, votre réseau, vous devez les prévenir que vous recherchez des bonnes affaires. Comme ça, ils vont vous appeler. Alors bien évidemment, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il va falloir faire des visites, se déplacer, aller voir des agences au début pour créer votre réseau. Le deuxième point, qui est pour moi le plus important, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Alors ça, je sais que dans l'immobilier, c'est un critère qui est super important. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tous les critères importants que je vous donne, ils doivent être encore plus puissants lorsque vous investissez à distance. Là-dessus, vous ne pouvez pas, comme je vous disais, aller visiter pour visiter. Donc vous ne pouvez pas dire « j'ai vu une annonce, peut-être qu'elle est bien, je me rendrai sur place et on verra l'adresse ». Parce que vous allez perdre trop de temps et vous allez vous tuer en énergie. Donc là, première chose à faire, est-ce qu'il y a l'adresse? C'est très rare qu'il y ait l'adresse, surtout quand les biens ils sont en exclu, parce que les agents ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait l'adresse, ils ont peur que vous allez démarcher direct le propriétaire ou qu'il y ait un autre agent qui passe devant. Donc moi, ce que je fais, j'aime bien dire que j'ai développé une petite technique de ninja, c'est que maintenant, en fait, rien qu'en regardant une ou deux photos, j'arrive exactement à savoir où il est le bien. Donc des fois, j'appelle l'agent et je lui dis « Bonjour, j'ai vu tel appartement, je lui dis voilà, tel prix, tel mètre carré, et je lui dis « On est d'accord, il est bien à tel endroit ?» Bah oui, comment vous savez, c'est pas marqué sur l'annonce. Je lui dis « Non, c'était juste pour confirmer. » Et ça, comment je l'ai fait? C'est parce que je suis devenu un expert dans le marché. Et clairement, mes amis ils me disent que je suis un psychopathe, c'est-à-dire que rien qu'en regardant la photo du balcon, j'arrive à savoir où c'est. Parce que j'identifie tous les petits signaux qu'il y a. La façade, le restaurant qui est en bas du coin. J'essaie de zoomer pour voir si c'est à l'adresse. Et mon meilleur ami là-dessus, c'est Street View. Une fois que vous voyez, par exemple, souvent, vous allez avoir une façade et vous allez voir qu'il y a un coiffeur en bas. Très simple, il y a Google, pas besoin d'aller plus loin. Et après, forcément, à force de bouffer des annonces, très rapidement, vous allez reconnaître des façades. Vous allez vous dire, OK, là, je me rappelle, tel immeuble, c'est à tel endroit. Quand je vois que c'est des grandes tours, bah, je sais que dans cette ville, les grandes tours, il y en a à peu près à tel endroit. Donc, j'ai une chance sur deux. Et bien évidemment, franchement, sans prétention, dans 90% des cas, avant d'appeler l'agent, je sais où c'est. Et les 10% restants, j'appelle l'agent, je confirme. Excusez-moi, l'appartement, il est où? Il est à telle adresse? D'accord, je regarde si c'est dans mon quartier. Et là, n'hésitez surtout pas à lui dire, c'est pas mon quartier, ça ne m'intéresse pas. Je cherche dans tel bien. Ne perdez pas de temps à dire, je vais quand même regarder ce que c'est le bien, etc., parce que ça peut être intéressant. Non, non, vous ne devez pas perdre de temps. Le troisième point que je fais, c'est que je regarde avec les photos l'état du bien. J'essaye vraiment de voir combien de travaux il va falloir que je mette dans l'appartement pour le rénover. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Est-ce que c'est un taudis ou est-ce que c'est un appartement qui est dans son jus, mais on peut réussir à faire des trucs pas mal sans que ça coûte trop cher. Déjà, ça me donne une enveloppe travaux un peu dans la tête et ça va me donner un budget global. Et le deuxième point que je fais, c'est que j'essaie vraiment de me projeter. C'est plus ou moins dur en fonction des photos que vous avez, mais j'essaye avant de faire la visite de me dire, OK, là, cette photo, c'est le salon. Il y a une entrée qui est là, il y a le couloir qui est là, donc je sais que potentiellement s'il y a un couloir, il y a une chambre qui va être de ce côté-là, donc je sais à peu près par rapport à ce que je vais faire, comment je vais organiser mon appart derrière. Et j'arrive à déterminer si en fait le bien, Audrey elle nous a présenté des plans tout à l'heure, j'arrive assez rapidement à le voir sur les photos, comment est dimensionné l'appartement. Je ne vous dis pas dans les détails en disant cette chambre, je sais qu'elle fait 12 mètres carrés, ce serait vous mentir. Par contre, j'arrive à comprendre si c'est un appartement en enfilade, si c'est un carré, si c'est un rectangle, comment il est organisé. Et là, je vous dis ça, mais c'est grâce à toutes les routines que je fais tous les matins. 10-15 minutes par jour, honnêtement, je pense que vous avez largement le temps de le faire. Et grâce à ça, vous allez devenir un expert de votre marché. Et je vous dis sans prétention que je suis devenu un expert à mon niveau du marché de Grenoble. Et je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Je vous ai dit que la semaine dernière, j'avais signé mon 8e appartement. C'est un appartement que j'ai visité en septembre. C'est pas moi qui l'ai visité, mais ça, je vais vous l'expliquer après. Et en fait, cet appartement, je l'ai visité en direct propriétaire. Et entre-temps, je visitais 2 autres appartements avec un chasseur immobilier. Je fais une offre sur un bien qui me fait visiter et il me dit l'offre elle n'est pas acceptée. Je lui dis pas de problème. Si vous avez d'autres appartements, appelez-moi. Et il me rappelle il y a 2 semaines et il me dit Rémi, j'ai trouvé un bien pour toi. Je lui dis ok, il est où? Il est à 200 mètres de celui qu'on a visité ensemble. Ok, je me rappelle très bien le quartier, etc. Je lui dis il est comment? Il est au 5e étage. Bon, il n'est pas orienté pareil, il y a un peu plus de travaux, il est dans une copro qui est comme ça, je l'ai rentré il y a 2 jours, il y a tels travaux, il y a tout ça à refaire. Je lui dis, on est d'accord qu'il est au 5e étage du 45 boulevard José Vallier.
Et là, il me dit, ouais, comment tu sais? Je lui dis, bah, vous êtes très gentil, mais en fait, c'est un appartement que j'ai visité il y a 2 mois. Et je lui dis, sans indiscrétion, à combien vous le mettez en mise à prix? Il me dit, j'ai estimé qu'on allait rentrer à 145 000. Je l'ai acheté 126 000 net propriétaire. Donc déjà, je lui ai dit, en fait, le fait de connaître mon marché, j'avais vu un appartement avant que lui l'ait rentré en pub. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est pas tombé du ciel, c'est tombé grâce à mes routines. L'appartement, je l'ai identifié, j'ai appelé, j'ai fait mes premières offres, elles ont été refusées, j'ai traîné, j'ai traîné. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que pour moi, l'appartement, il était vendu. Le propriétaire, vous savez, tous les agents et les propriétaires, ils vous le disent, hein, ah, vous avez fait une offre à 125 000, ah, j'ai une offre à 130 000 sous le coude. D'accord, prenez-la. Ouais, mais en fait, il n'est pas très sûr de la prendre, etc. Ça, c'est la meilleure technique. Tous les agents, ils vous le disent. Vous avez fait 125? Ouais, c'est dommage parce qu'il y a une offre à 128. Pas de problème. Peut-être qu'il y a vraiment une offre à 128, mais la plupart du temps, c'est des menteurs. Ils font exprès pour que vous remontiez. Donc, vous leur dites, ok, 128, c'est trop cher pour moi. Je laisse. Et là, bizarrement, quelques jours après, il va vous rappeler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout ça parce que je mets en place des routines tous les jours. Et tous les jours, je prends 10-15 minutes pour screener mes annonces. Et franchement, si vous me dites que vous n'avez pas 10-15 minutes par jour pour travailler sur votre liberté financière, revoyez vos priorités. Alors, l'organisation des visites. Quand vous êtes à distance, le point que je vous expliquais, c'est qu'on ne peut pas visiter pour visiter. On est obligé en fait de grouper les visites. Donc moi, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que je regardais par exemple la semaine des visites qui m'intéressaient, j'appelais l'agent immobilier et je me bookais des jours. Donc je me disais, ok, là je descends une journée dans telle ville et je vais me caler 6-7 visites. Donc j'ai commencé comme ça en fait. On va voir maintenant, après, comment je fonctionne, mais j'ai commencé vraiment comme ça en m'organisant sur les visites. Il y a plein de gens qui vont vous dire, ah mais moi j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai le boulot, j'ai ci, j'ai ça. Je connais des gens qui ont 2 emplois qui arrivent à investir, donc rien n'est impossible. C'est juste vos priorités. Le premier point, c'est que déjà, vous pouvez visiter le week-end. Il y a plein de gens qui vont vous dire, non, non, c'est pas vrai, on ne peut pas visiter le samedi. C'est faux. Moi, j'ai fait des visites le samedi matin avec des agents immobiliers. Et même, ils préfèrent parce que les gens, ils sont beaucoup plus apaisés. Et certains agents, ils font que des visites le samedi matin parce que les gens sont beaucoup plus cool, c'est le week-end. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas le temps, pour tous ceux qui sont salariés, j'imagine que vous avez des RTT. À vous de voir comment vous souhaitez utiliser vos RTT. Ok, vous allez faire des sacrifices. Moi aussi, je préfère utiliser une journée de RTT pour partir en voyage, aller voir mes amis. Par contre, je préfère faire les sacrifices maintenant pour plus tard faire ce que beaucoup de gens ne pourront pas faire. Ensuite, comment on fait pour acheter à distance? Alors, la visite, le fait de le déléguer, ça vient dans un second temps. Par contre, l'achat et la signature du compromis, faites-le à distance. Ne perdez pas de temps avec ça. Je sais, c'est cool d'aller chez le notaire, prendre un petit selfie pour Instagram, les hashtags, etc. Moi aussi, j'adore. Mais en fait, maintenant, je ne me déplace plus du tout. Parce que quand je suis à Paris, il faut que j'aille signer les appartements qui sont à Grenoble, à Nîmes ou à Alès. Déjà, pour se caler entre les différents notaires, le propriétaire, c'est jamais le bon moment. Donc, j'ai tout délégué. Et maintenant, en fait, comme je voyage beaucoup, je crois que sur les 8 appartements, il y en a 4 ou 5 que j'ai signés à distance. Et sur les 5, il y en a 4 que j'ai signés où je n'étais pas en France. Comment je fais pour faire ça? En fait, j'ai mis en place mon combo gagnant. Procuration. Faites une procuration auprès de votre notaire. C'est mon notaire qui signe mes compromis et qui signe mes actes authentiques. Et le deuxième point, très 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 important, signez toujours en nom propre. Pourquoi? Quand vous signez en SCI, en SAS ou en société, vous n'avez pas de délai de rétractation. En nom propre, vous avez 10 jours de rétractation. Vous avez juste à envoyer une lettre recommandée pour dire je sors du bien. Vous n'avez rien à justifier. Et ça, c'est super important en fait de le faire parce que quand je ne visite pas l'appartement, des fois, j'arrive à descendre pour visiter d'autres appartements que je vais voir. Ce que je fais, c'est que quand j'ai signé le compromis, tout de suite, je vais faire une visite. Là, je fais la vraie visite de l'appartement. Et si vraiment il y a un loup, il y a un truc qui ne va pas, j'envoie ma lettre recommandée et je sors du bien. Donc en fait, vous ne prenez pas de risque. Même si vous n'hésitez pas à l'instant T pour être réactif et que ensuite vous revenez visiter après la signature du compromis, vous avez toujours moyen de sortir du compromis. Vous avez toujours ces 10 jours-là. Ça m'est arrivé, je suis sorti de 2 compromis.
Il y en a un parce que, en fait, la copro ne nous avait pas donné les informations. Il y avait un énorme rabat de façade qui tombait, donc j'en avais pour à peu près 20 000 € de travaux en plus. Donc je suis sorti. Et l'autre, c'est juste qu'en fait, le propriétaire, il nous a envoyé le compromis à peu près 1 mois et demi après qu'on ait signé le compromis. Donc on était en compromis tournant, c'est-à-dire que vous signez de votre côté, ensuite ils l'envoient à leur notaire et ils signent de leur côté. Donc en fait, le compromis devient caduc. Mais sinon, tous les investissements, en fait, je ne suis pas sorti. Mais j'utilise toujours ça pour me baquer derrière si j'ai un problème. Voilà, vous voyez, je vous ai mis une petite photo. Ça, c'est le deuxième appartement que j'ai signé en Thaïlande. Donc je suis désolé pour les abdos, on repassera. Hein. Mais c'était pour vous montrer que c'est pas impossible en fait. La procuration, c'est votre ami. Déléguez ça au maximum. Votre notaire, déléguez, donnez-lui procuration. Votre notaire, c'est votre serviteur. On va le voir, il fait partie de votre Dream Team. Et c'est lui qui va vous garantir qu'en termes de clause, en termes de juridique, vous êtes clean derrière. Alors, rechercher son financement. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce qu'on en a parlé ce matin. Je voudrais juste vous donner 2 clés en fait. La présentation, c'est super important. On en a parlé sur le dossier, présenter des dossiers béton. Et quand vous investissez dans une ville à distance, vous allez devoir justifier comment vous allez gérer votre investissement. Donc là, vous allez clairement mettre en désavantage sur votre projet. Vous allez mettre mes avantages, c'est ça. Expérience dans l'immobilier, j'ai fait tant de cash flow, j'ai une maîtrise de cette ville. Et en désavantage, mais vous le mettez noir sur blanc. Comment je vais gérer l'investissement à distance. Et vous expliquez point par point comment vous allez gérer votre investissement pour rassurer votre banquier. Le deuxième point qui est important, c'est d'être le plus gros client de la plus petite banque. Soyez toujours le plus gros client de la plus petite banque. Il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, moi je vais dans une très très grosse banque parce que c'est bien, j'ai l'impression que j'ai négocié mes taux, etc. que c'est une banque où les gens ils ont beaucoup d'argent. » Non, on s'en fout de ça. Prenez la banque la plus petite et comme ça, vous allez être en relation avec le directeur d'agence. Et le directeur d'agence, il a un pouvoir de délégation. Au Crédit Mutuel, moi j'investis qu'au Crédit Mutuel. Son pouvoir de délégation, c'est à peu près, je crois, 750 000 dans mon agence. C'est-à-dire que tant que votre patrimoine ne dépasse pas 750 000 €, lui, il a le pouvoir de décision. Donc quand il vous dit go, c'est bon pour moi, c'est bon pour lui. C'est pas obligé de remonter au siège à Paris, par exemple. Donc vraiment, allez chercher la plus petite banque. Parce qu'il y a une différence. C'est quand vous êtes le plus gros client de la plus petite banque, quand vous rentrez, vous êtes un prince. C'est tapis rouge. Ah Rémi, comment vous allez? Comment se passent vos investissements, etc. Quand vous êtes dans une très grosse banque, les gens vont dire oui, dans une très grosse banque, on a plus de services. C'est faux. Vous arrivez dans une banque en disant j'ai un patrimoine de 100 000 €, même si c'est plus que la moyenne des Français, pensez qu'il y a des gens qui ont 3-4 millions de patrimoine. Donc vous êtes un tout petit, ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent. C'est un client lambda. Alors là, c'est la meilleure partie pour moi. Tout le monde connaît l'agence Tourisque et j'adore cette photo en fait. Parce que ça, c'est vraiment votre Dream Team que vous devez créer. Le monsieur avec la casquette, là, c'est votre agent immobilier. C'est votre chasseur. Lui, vous devez être vraiment ami avec lui et lui, il doit vous appeler pour vous envoyer des bonnes affaires. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Soit vous avez quelqu'un par chance dans votre réseau, dans la ville que vous souhaitez investir, qui est agent immobilier, soit vous allez devoir le créer, faire des visites, lui expliquer que vous êtes investisseur, que vous investissez à distance, que vous ne pouvez pas venir pour visiter et vous allez affiner. Vous envoyez des biens. Et il va vous dire, est-ce que ça vous correspond? Non, ça ne me correspond pas, je recherche ça, etc. Lui, le but, c'est qu'il vous envoie des biens avant qu'ils soient sur le marché. Pour ça, j'aime bien dire, be the nice guy. Tout le monde connaît Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est le mec super fun, super sympa. On a envie de boire un café avec lui. Je ne dis pas ça parce qu'il fait la pub pour Nespresso, mais vraiment, en fait, vous devez être Jean Dujardin. C'est-à-dire que le mec, l'agent immobilier, il doit se dire, lui, il est super sympa et il est pro. En plus d'être pro, il est sympa. Parce qu'il y a des gens qui sont pros, mais ils ne sont pas du tout sympas et les agents, ils n'ont pas envie de travailler avec eux. Parce qu'ils se disent, à chaque fois qu'il va y avoir le moindre problème, ça va être un nid en merde. Alors que lui, il est pro, il comprend ce qu'il fait, j'ai confiance en lui et en plus, ça ne me gêne pas d'aller boire un café après la visite. Ça, c'est votre notaire. Le notaire, c'est votre ami et fidèle serviteur, surtout à distance. Je parlais de la procuration, c'est lui qui va contrôler votre compromis et qui va dire « Ok, c'est bien que tu fasses ça. Ça, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu telle clause ?» C'est lui qui va rajouter toutes vos clauses, toutes les clauses importantes que vous devez mettre dans le compromis et qui va garantir qu'en fait, vous ne prenez pas de risque. Et il y a beaucoup de gens qui, quand vous commencez, je pense que ça vous est déjà arrivé, l'agent immobilier vous dit « Est-ce que vous avez un notaire ?» Quand vous commencez, souvent vous n'avez pas de notaire, sauf si vous avez un notaire de famille. Et là,
vous dites « Non, pour l'instant, j'en ai pas ». L'agent, il vous dit « Pas de problème, le propriétaire vendeur, il a un notaire, prenez-le ». Ne faites jamais ça. Ayez toujours votre notaire. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Ça ne vous coûtera pas plus cher de prendre votre notaire. La commission, les frais de notaire, ils sont répartis en deux quand il y a un notaire vendeur et un notaire acheteur. Par contre, votre notaire, c'est votre notaire, il va vous défendre vous. Il va défendre vos intérêts. Donc ça, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Le troisième, c'est le banquier. Qui n'aime pas son banquier? Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Ah, un peu plus. Le banquier, souvent, c'est un peu la personne qui est mal vue. On se dit toujours « Ah, mon banquier, il me demande des frais d'agio. Ah, mon banquier, il me rajoute des frais. Ah, il me demande de prendre une carte. » Quand j'ai commencé, j'étais comme ça. Je me disais « Non, non, j'aime pas les banquiers, j'aime pas les banquiers. » J'ai l'impression qu'il essaie toujours de m'arnaquer. Lui, c'est le plus important. Lui, vous ne devez pas le voir comme un banquier, vous devez le voir comme votre partenaire financier. Les 8 appartements que j'ai achetés, je les ai tous achetés au Crédit Mutuel, dans le même directeur d'agence. C'est lui qui m'a fait confiance dès le début. Ma banque de départ, c'est la banque dans laquelle je suis depuis 28 ans. Mon père, il est depuis 60 ans. Ma mère, depuis 60 ans. Ma sœur, depuis 24 ans. Je l'ai appelé pour acheter un studio. Il m'a dit non. Alors que j'avais de l'épargne, mes comptes, ils étaient clean. Il m'a dit non. Le Crédit Mutuel, il m'a permis d'acheter 2 biens d'un coup au départ. Et il me suit maintenant partout. C'est mon partenaire financier. Il sait ce que je fais, il sait le niveau que j'envoie, il sait mes résultats, il me fait confiance. Et comme il a la délégation en agence, en fait, il me donne directement la réponse. Donc celui-là, c'est super important de le trouver. Et en fait, s'il vous plaît, je voudrais que vous changiez de paradigme. Arrêtez quand un banquier vous dit « je ne peux pas vous suivre sur votre dossier », de vous dire « ah, encore un nul, il ne comprend rien à l'investissement immobilier ». Bien sûr qu'il y a des banquiers qui ne sont pas bons dans l'investissement immobilier. Par contre, au lieu de raisonner en disant, et ça c'est valable pour tout, au lieu de dire « il ne m'a pas suivi parce qu'il ne comprend pas ce que je fais », dites-vous « comment je vais faire pour qu'il comprenne ce que je fais et qu'il va me suivre ?» Changez de paradigme. Vraiment, dites-vous qu'est-ce que je peux rajouter pour que lui, il ait envie en fait de me financer. Et moi, mon banquier, sur mon 4e appartement, quand je lui ai envoyé le projet, il m'a dit « ah, je suis dégoûté de ne pas avoir fait cet investissement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas me le donner ?» Et je ne vous dis pas ça pour me la raconter, mais en fait, il faut vraiment que votre banquier il vous dise « j'aurais bien aimé faire cet investissement ». Une fois que vous avez ça, c'est comme l'effet waouh pour les locataires, c'est un oui direct. Il n'y a pas de débat. OK? Et le dernier, Barracuda, le plus costaud, c'est les travaux. Les travaux, ça c'est le point majeur. C'est là-dessus où vous pouvez avoir le plus de galères, mais il faut vraiment que vous ayez des partenaires en termes de travaux. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mon premier investissement, je suis passé par des gens qu'on m'avait recommandés. Ils ont fait du bon travail, mais je ne me voyais pas continuer avec eux par rapport à la stratégie que je voulais mettre en place. J'ai cherché, j'ai testé. J'ai testé sur un poste. J'ai fait grandir, j'ai créé mes équipes, j'ai demandé des recommandations. Et maintenant, mon équipe, je travaille avec elle H24. Et en fait, je ne me pose même plus la question s'ils vont m'arnaquer ou pas sur les devis. Je ne cherche même pas en fait à regarder le devis. Je leur dis, votre prix c'est ça, pas de problème, c'est bon, je signe. Parce que j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi parce que je leur envoie des biens et je leur envoie des biens d'autres investisseurs. C'est une relation gagnant-gagnant. C'est super important. Et ça, pour créer vos artisans, il n'y a pas de secret. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder dans votre réseau, regarder les recommandations que vous avez. N'hésitez pas aussi à demander à des agences. Il y a des agences ou des copros qui travaillent avec certains artisans. Demandez-leur s'ils sont satisfaits ou pas. Et faites le tour des popotes. C'est-à-dire qu'une des meilleures techniques, c'est les pages jaunes. Ça paraît bête comme ça, dans le monde dans lequel on vit. Alors, vous pouvez l'utiliser sur Internet, mais prenez les pages jaunes, vous faites plaquiste. Vous appelez un plaquiste et vous dites avec qui vous travaillez en plomberie. Vous notez. Avec qui vous travaillez en électricité. Vous notez. Ensuite, vous prenez un autre plaquiste. Vous dites avec qui vous travaillez en plomberie. Vous notez. Et vous allez voir qu'il y a de fortes chances que quand vous avez fait 8-10 appels, il y a des entreprises qui vont ressortir. Sachez que si une entreprise elle travaille avec 8-10 personnes, c'est que normalement, ils ne sont pas trop mauvais. Si on vous l'a recommandé plusieurs fois, c'est qu'ils ne sont pas trop mauvais. Et après, une fois que vous avez ciblé vos artisans, vraiment, gardez-les. Une autre règle, c'est être dans des groupes d'investissement et de demander à des investisseurs quels artisans ils utilisent. Alors là, s'il vous plaît, parce que ça m'est déjà arrivé pour vous dire, n'y allez pas franco en fait. Il faut savoir que quand vous avez mis du temps à créer votre équipe, quand quelqu'un vous envoie un message en disant « Salut, j'investis dans telle ville, est-ce que tu peux me donner ton banquier, ton notaire, tes travaux, tes artisans ?»
ça donne pas envie en fait. Parce que d'une, il faut savoir que ça met du temps à le construire. Donc, comme je vous dis, toujours donner pour recevoir. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens ils vous disent « j'ai pas forcément envie de vous donner le nom de mes artisans tout de suite », il ne faut pas le prendre personnellement. Il faut se dire que si vous donnez le nom de vos artisans à tout le monde, forcément vos artisans ils ne peuvent plus travailler tout le temps avec vous. Ils sont beaucoup moins disponibles. Donc ça, c'est un point super important. C'est clair sur la Dream Team ou pas? Ça, c'est pour moi, en fait, c'est le point qui va vous faire passer du point A au point B. C'est là-dessus. C'est une relation de confiance. Vous voyez, ils ont tous le smile, ils sont tous contents de travailler ensemble. C'est super important. J'adore cette image parce qu'en fait, c'est vraiment la vraie vie dans l'immobilier. C'est les 4 piliers majeurs, en fait, de votre Dream Team. Alors, les travaux. Les travaux, en fait, c'est clairement le plus compliqué à mettre en place dans l'investissement à distance. De base, les travaux, c'est la chose la plus galère. En plus, moi, je vous l'ai dit, je suis une vraie bille en travaux. Donc, en fait, je ne pouvais pas me poser la question de si c'était moi qui allais faire l'investissement ou pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est en fait, je vais vous expliquer comment j'estime mes travaux et comment je gère mes travaux. Donc là, sur l'estimation, au début, quand j'ai commencé, je suis parti un peu sur des standards. Vous savez, on vous dit souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, il faut prendre 500 € prix moyen au mètre carré. Ça, je pense que vous l'entendez régulièrement. Moi, en travaux, je suis à peu près à entre 300 et 400 € en mètre carré, sauf des très très grosses rénovations. Comment j'ai estimé au début? J'ai demandé à les artisans de passer, faire des visites. J'ai analysé les travaux. Et je me suis dit, OK, au mètre carré d'un parquet, c'est tant. Prix au mètre carré du placo, c'est tant. Et après, j'analyse. Ne jamais prendre le moins cher, ne jamais prendre le plus cher. Bien évidemment, il y a un prix pour tout. Quand vous prenez le moins cher, c'est qu'il y a un gros problème. Quand vous prenez le plus cher, peut-être vous payez de la surqualité, donc c'est toujours important de prendre entre les deux. Comment estimer? Vous faites passer les artisans et au début, vous allez faire des travaux. Et après, vous allez comprendre comment ils chiffrent. Vous pouvez utiliser aussi des sites. Et maintenant, il y a des sites qui s'appellent Travaux Libres, en chantier. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour un pré-devis. Ça vous donne un peu une estimation de vos travaux. Et après, un des très bons points, c'est aussi de passer par un courtier en travaux. On en parlait ce matin du courtier bancaire. Si vous n'êtes vraiment pas bon dans les travaux, que vous n'avez pas le temps de passer par un courtier en travaux, lui il va mettre en relation et en concurrence en fait toutes les boîtes de travaux. Et comme je vous dis maintenant, après quand vous avez créé votre réseau, ne négociez plus les travaux. Une fois qu'ils ont fixé vos prix et vos délais, ne négociez plus ça. Alors gérer la mise en location. Ça c'est le rendu de 3 appartements que j'ai rénovés. On en a parlé ce matin, la clé c'est de faire un effet waouh. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, moi personnellement je trouve ça beau. Après les goûts et les couleurs ça dépend de chacun, mais essayez d'apporter votre touche. Moi on m'appelle Monsieur Mur en Pierre. Dans tous mes appartements, quand je peux, je mets des murs en pierre. C'est ça qui me différencie et qui différencie toutes mes annonces. Parce que quand vous arrivez sur Le Bon Coin ou sur Airbnb, direct, vous voyez ça. Et en fait, ça marque l'œil directement. Les couleurs vives. Le jaune, ça marque directement. Le rouge, toutes ces couleurs-là, il faut que ça attire l'œil. Donc ça, on va le voir par la suite. Comment vraiment, en fait, gérer votre location. Mais sachez qu'il faut toujours faire le wow effect. Faites du haut de gamme. Le haut de gamme, en fait, ne vous dites pas « j'économise 100 € sur tel travaux, j'économise 50 € sur tel meuble ». Je ne vous dis pas d'acheter du Roche-Beaubois, mais vraiment mettez de la qualité. Parce que, en fait, la valeur perçue, elle est très forte. Que vous mettiez une table Ikea ou une table Roche-Beaubois, votre prix d'achat, il est significativement différent, mais la valeur perçue va être à peu près la même. Et ça, c'est important. Votre locataire, il s'en moque de se dire je paye 500 € pour une table Ikea. Il voit l'appartement, il voit la valeur perçue, il se dit waouh, c'est beau. Et Airbnb, c'est vraiment ça. C'est la valeur perçue que vous avez. Donc ça, c'est vraiment le point. Essayez de vous différencier en fait sur la location. Et le haut de gamme vous permet de louer plus vite, de louer plus cher à des personnes de bonne qualité. C'est très important. Vous allez vous différencier du secteur. J'ai un appartement, typiquement c'est celui qui est là. Je le loue sur Grenoble aussi cher qu'un T3 et il fait 36 mètres carrés. Quand je fais mes recherches, je suis positionné dans la gamme des T3 parce qu'il y a le mur en pierre, parce qu'il est beau, parce qu'il est bien rénové et ça donne envie d'habiter dedans. Donc les gens ils sont prêts à mettre plus cher et à rester. Donc les 3 critères clés pour gérer votre location. Créer une annonce de tueur. Vraiment, créer une annonce qui donne envie. Et quand je dis donne envie, souvent, les gens, leur premier réflexe, c'est quand il y a une cuisine équipée, ils disent cuisine équipée,
lave-vaisselle, four, micro-ondes, frigo. On s'en moque. Dites superbe cuisine pour préparer des super beaux plats à vos amis. Deuxième point, c'est de choisir des dossiers ciblés. Là-dessus, c'est pareil. Sélectionnez des bons dossiers avec des garants. Mais rien n'empêche, et Audrey le disait, je suis tout à fait d'accord avec elle, il faut que vous ayez aussi un feeling. C'est pour ça que moi, je continue quand même, j'essaye quand je peux de visiter avec les locataires, mes futurs locataires. Parce que parfois, vous allez avoir un dossier qui est un petit peu moins bien sur le papier, mais vous avez un très bon feeling. Attention au feeling aussi, tombez pas dans l'excès. Mais par contre, entre deux locataires identiques, le fait d'avoir rencontré les colocataires ou les locataires, en fonction de la stratégie que vous faites, c'est super important. C'est ça qui a fait que j'ai choisi tel locataire sur ma dernière colocation, parce que quand ils sont venus me visiter, je sentais qu'ils étaient intéressés, qu'ils avaient de l'osmose, qu'ils savaient où ils allaient. Alors que les autres locataires avaient un dossier un petit peu mieux, mais je ne l'ai pas senti. On peut se tromper, mais il y a vraiment un feeling. Et le troisième point, c'est déléguer la gestion. Alors je sais que je ne vais pas forcément me faire que des amis sur ce point-là, mais permettez-moi de vous dire que des frais de gestion, si vous vous posez la question de payer des frais de gestion, c'est que votre investissement n'est pas assez rentable. Votre temps, il est super précieux. Posez-vous la question du taux horaire. Bien évidemment, en fonction des stratégies que vous mettez en place, les locataires sont plus ou moins chiants, ça vous demande plus ou moins de travail. Personnellement, mes forces, qu'on en a discuté au début, c'est de trouver des biens rentables. Ce n'est pas de gérer des ampoules cassées, de faire des baux, de faire des quittances. Je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je suis là, je suis investisseur, je suis là pour trouver des biens rentables. Je suis là pour accompagner les gens à investir. Je ne suis pas là pour gérer des locataires. Ça me coûte 5% par mois. Et franchement, je vous garantis que oui, des fois, au début, je me suis dit « Ah, je ne vais pas donner 50, 60, 80 euros à une agence. » Mais maintenant, surtout quand je voyage, et surtout l'année prochaine quand je vais partir à l'étranger, je préfère être serein. On ne m'appelle pas en fait. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle pour me dire « Il y a une prise qui est cassée, est-ce que vous êtes OK pour la réparer? Quand est-ce que vous pouvez venir ?» Je perds un peu d'argent, mais en fait, le coût de la délégation, pour moi, il est super important. Et les galères alors? Ça, je pourrais vous raconter toutes les galères que j'ai eues. Je pense qu'on finirait le séminaire demain après-midi. Et comme il me reste 5 minutes, il faut que je me dépêche. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans l'immobilier, vous allez connaître des galères. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à distance, il faut être conscient que vous allez avoir les mêmes galères, mais qu'elles vont être plus compliquées à gérer. Au début, je me suis dit « Oh là là, c'est chiant. Pourquoi je fais ça ?» En fait, enlevez-vous ça de la tête. Dites-vous, de base, je sais que je vais avoir des galères et qu'elles seront un petit peu plus longues à gérer. Ça me prendra peut-être un petit peu plus de temps. Je serai peut-être un tout petit peu moins rentable. J'irai peut-être un tout petit peu moins vite. Et encore, ça dépend. Mais en fait, il faut vivre avec et il faut travailler sur ça pour améliorer. Et quand vous avez une galère, prendre du recul et comprendre pourquoi vous avez eu cette galère pour pas qu'elle se reproduise. Donc dites-vous dans la tête, je vais avoir des galères, c'est pas grave, je vais vivre avec et je vais les surmonter un par un. Et c'est comme ça qu'on apprend. Un investisseur, c'est un entrepreneur. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous êtes entrepreneur. Vous gérez de l'argent, vous gérez des galères. En fonction des stratégies que vous faites, vous gérez de l'humain. OK? Et le dernier point, je vais finir par ça, c'est croyez en vous et lâchez rien. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, tous les gens m'ont dit « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas pour toi. Tu n'es pas assez riche, tu n'as pas d'argent. En plus, tu vas investir à distance alors que tu connais rien. Non mais fais-le pas. J'ai été critiqué. J'ai lancé mon Instagram, j'ai été critiqué. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai été critiqué. Quoi que vous fassiez, vous allez être critiqué. Par contre, si j'avais écouté toutes les personnes qui m'avaient dit que je n'y arriverais pas, à l'heure actuelle, j'aurais jamais investi dans l'immobilier. J'aurais pas la chance l'année prochaine de réaliser un de mes rêves et de partir faire un tour d'Asie et potentiellement un tour du monde. Et j'aurais pas eu la chance de partager mes connaissances avec vous aujourd'hui. Merci à tous.